Guinée, le président Alpha Condé a annoncé le lancement de larges consultations portant notamment sur la Constitution. Cette annonce intervient alors que l'opposition lui attribue la volonté de vouloir se représenter en 2020. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé un nouveau gouvernement. Sans grand changement, la nouvelle équipe est annoncée à un an de l'élection présidentielle de 2020 dans ce pays. Et puis au Sénégal, une école catholique de renommée refuse d'admettre en cours des élèves musulmanes portant le voile en vertu d'un nouveau règlement qui suscite la polémique dans ce pays très majoritairement musulman. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé le lancement prochain de larges consultations portant notamment sur la Constitution. Cette annonce intervient alors que l'opposition lui attribue la volonté de vouloir modifier la loi fondamentale afin de pouvoir se représenter en 2020. Voici les détails. De larges consultations portant notamment sur la Constitution pourraient être lancées très prochainement en Guinée. L'annonce a été faite mercredi par le président Alpha Condé lors d'une déclaration solennelle à la télévision nationale. Le chef de l'État dit avoir instruit son Premier ministre, Ibrahima Kassori Fofana, d'initier des consultations avec les institutions de la République, les partis politiques, les syndicats et les organisations de la société civile. Cette annonce du président Condé intervient alors que l'opposition lui attribue la volonté de vouloir modifier la Constitution afin de pouvoir se représenter en 2020. Ancien opposant historique et premier président démocratiquement élu de la Guinée-Conakry, Alpha Condé a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats sur le continent africain. Il n'a jusqu'à présent pas annoncé de modification de la Constitution afin de pouvoir se représenter en 2020 à la fin de son deuxième mandat qui s'achèvera en octobre. Mais plusieurs de ses déclarations ces dernières années ont été interprétées dans ce sens. Le président guinéen a par ailleurs prôné mercredi soir la tenue en 2019 des élections législatives prévues en principe en septembre et octobre 2018, mais reportées sine die et dont les préparatifs se sont jusqu'ici avérés laborieux. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé un nouveau gouvernement. Sans grand changement, la nouvelle équipe est dominée par la formation politique du chef de l'État et marquée par la création d'un ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce remaniement ministériel intervient à un an de la présidentielle de 2020 dans ce pays. La nouvelle équipe gouvernementale comprend 41 ministres contre 36 dans le précédent gouvernement et 7 secrétaires d'État contre 5. Ce nouveau gouvernement, qui n'a pas connu de changement majeur, est dominé par le RHDP, la formation politique du chef de l'État, et est marqué par la création d'un ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est le général Bagondo Diomandé, l'ex-chef d'état-major particulier de la présidence ivoirienne, qui occupe désormais ce nouveau ministère. Le ministère de l'économie change de titulaire. Adama Coulibaly devient le nouveau ministre de l'économie en remplacement d'Adama Koné, nommé ministre auprès de la présidence de la République, chargé des affaires économiques et financières. Mamadou Sangafoa Coulibaly, ministre de l'Agriculture pendant une dizaine d'années, quitte son poste, remplacé par Kobenan Kwasi Adjoumani, auparavant ministre des Ressources animales et halieutiques. Le remaniement ministériel intervient à un an de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire et en plein débat sur la nouvelle commission électorale indépendante censée organiser la présidentielle de 2020. Le remaniement ministériel intervient à un an de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire et en plein débat sur la nouvelle commission électorale indépendante censée organiser cette présidentielle. La crédibilité de la commission électorale est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue 10 ans après la crise post-électorale ivoirienne qui s'était soldée par plus de 3000 morts. Le pape François est arrivé mercredi soir au Mozambique, première étape de son 31e voyage apostolique qui le conduira aussi à Madagascar et sur l'île Maurice. La visite du pape François dans ce pays d'Afrique australe s'inscrit dans un processus de paix dont la communauté de Sant'Egidio a été l'un des principaux moteurs. Reportage. Le pape François est arrivé à Maputo, au Mozambique, où il a été accueilli par le président mozambicain Felipe Nyusi
et des membres du clergé national avant de recevoir les honneurs militaires en tant que chef d'État, puis de saluer de nombreux groupes de danseurs qui l'ont immédiatement immergé dans une ambiance festive et chaleureuse. Je suis tellement émue d'avoir vu le pape François que je ne peux pas le décrire. Centrée autour du thème Espérance, paix et réconciliation, cette visite du pape intervient juste après l'accord d'août dernier entre le président mozambicain et le chef de Renamo, S-Rebellion, devenu le principal parti d'opposition, signé 27 ans après la fin de la guerre civile qui a fait 1 million de morts. Dans un message vidéo en portugais destiné aux Mozambicains, le pape François a déjà appelé à renforcer la réconciliation fraternelle au Mozambique et en Afrique, seule espérance pour une paix solide et durable. Il a débuté ce jeudi sa tournée par une rencontre privée avec le président Felipe Nyusi qui souhaite briguer un deuxième mandat lors d'une élection prévue le 15 octobre. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés il y a 1 an au Vatican. Après l'étape du Mozambique, le pape François se rendra à Madagascar. Mais en attendant cette visite, les Malgaches préparent activement son arrivée. Des bénévoles nettoient les églises d'Antananarivo et se préparent également spirituellement à accueillir le souverain pontife. On doit nettoyer pour sa visite. On a commencé à nettoyer avant, mais on va finir le travail aujourd'hui pour recevoir sa sainteté, le pape, parce qu'il sera là pour prier et pour donner un nouvel espoir à tous les fidèles catholiques de Madagascar. On est heureux, c'est vraiment bien. Avant son arrivée, on a déjà dit aux pèlerins de se préparer spirituellement parce que c'est ça le plus important. Sa sainteté, le pape, vient nous sauver. On a 5000 pèlerins à Andravwanji et on va accueillir 5000 autres pèlerins dans Batondrazaka. On va se rendre à la messe du pape à pied. On va partir à 4 h du matin pour arriver à Soamang-Drakizé à 6 h. On attend de recevoir le cadeau de la paix et de l'espoir pendant la messe en communion avec toutes les églises du monde entier. Au Sénégal, une école catholique de renommée de Dakar refuse d'admettre en cours des élèves musulmanes portant le voile. Ceci en vertu d'un nouveau règlement qui suscite la polémique dans ce pays, très majoritairement musulman et réputé pour sa tolérance religieuse. Reportage. À Dakar, 8 élèves musulmans et voilés se sont vus refuser de venir en cours pour la rentrée des classes cette semaine. La direction de l'établissement Sainte-Jeanne d'Arc a expliqué suivre un nouveau règlement vestimentaire qui impose d'avoir la tête découverte. Ce règlement est conforme à ce qui a toujours été observé dans les 57 pays où la congrégation a des établissements, notamment en Afrique de l'Ouest. Et ils ont dit à nos parents, soit vous prenez vos enfants, vous partez avec eux, soit ils retirent le voile. Et vraiment, ça nous a touchés, nous, parce qu'on est dans cette école depuis plus de 9 ans, depuis le primaire, on était là bien avant, même des enseignants et les proviseurs même. Et je ne vois pas pourquoi on devrait nous demander de le retirer alors que ce règlement n'était pas là, même avant les inscriptions. On s'est inscrit et c'était toujours le règlement d'avant et il ne voulait pas dire les choses concrètes. Elle est désemparée, elle est écœurée, il faut dire le mot, parce que un enfant n'a pas cette répartie, comme nous les adultes quand même, de comprendre effectivement pourquoi on leur fait ça. Elle ne comprend pas, elle, ce qui leur arrive. Donc c'est une sorte vraiment de désolation totale qu'elle subit. Elle est très mal, elle est très mal. Je suis inquiète parce que quand nous sommes venus pour réinscrire notre fille en juin, ils ne nous ont pas dit qu'ils n'accepteraient pas les filles voilées. Or, ma fille est dans cette école depuis la 6e, depuis 8 ans. Ancienne colonie française, le Sénégal compte plus de 90% de musulmans adhérents pour la plupart à l'islam soufi, représenté par différentes confréries qui vivent dans une grande concorde avec le reste de la population, principalement catholique.
Les niveaux exceptionnellement élevés du fleuve Niger provoquent de graves inondations à Niamey, la capitale du Niger. Beaucoup d'habitants ont dû fuir leur maison sans avoir nulle part où aller. C'est samedi soir que les eaux nous ont surpris pendant notre sommeil. Et depuis, nous n'avons pas dormi. Au début, l'eau coulait lentement dans nos maisons, mais maintenant, l'eau a englouti nos maisons. Nous avons évacué les enfants et tous nos biens en ville. Et maintenant, nous prions qu'Allah vienne à notre aide. Nous faisons confiance à Allah, mais nous attendons aussi l'aide des autorités. Depuis le 29 août, les autorités ont exhorté les gens qui vivent le long du fleuve à se préparer aux inondations, mais beaucoup d'entre nous ne savent pas où aller. Dans ces circonstances, le gouvernement pouvait nous fournir des tentes dans des sites appropriés jusqu'à ce que l'eau ait définitivement baissé. Les eaux progressent doucement. Avant, dans de telles circonstances, nous nous réfugions dans des écoles, mais cette année, les autorités nous empêchent d'utiliser ces écoles. Nous avons fait nos valises et l'eau ne cesse d'avancer. Certains habitants fuient leur maison la nuit sans savoir où aller parce qu'on leur a refusé l'accès aux écoles. L'eau a commencé à nous inonder à l'aube. Toute la nuit, nous avons essayé en vain de la ralentir. Maintenant, les cours de nos maisons sont pleines d'eau. Clôture du projet d'Indi de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Il s'agit d'un projet régional financé par l'USAID pour soutenir 4 ans durant les efforts des gouvernements du Bénin et du Togo en matière de santé sexuelle. Claire Stéphane, Sacramento. Le projet d'Enji, mis en œuvre pendant 4 ans au Bénin et au Togo, avait des objectifs clairs visant à secourir les personnes les plus exposées au VIH ou encore aux infections sexuellement transmissibles. Le projet d'Enji a fortement contribué à améliorer la qualité des services VIH et leur accès aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et les professionnels du sexe du Bénin ou du Togo. Ceci a été possible grâce aux interventions menées pour renforcer le plateau technique et améliorer l'environnement juridique et social, notamment pour la réduction de la stigmatisation et de la discrimination des populations clés. Les groupes clés victimes de stigmatisation ou de discrimination et fortement exposés aux affres du VIH ont pu, grâce au projet d'Enji piloté par l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, OCAL, bénéficier des services de santé de qualité. Par ce projet, nos pères HSH, autrefois marginalisés et discriminés à cause de leur orientation sexuelle, ont aujourd'hui une facilité accrue d'accéder au centre de santé avec l'implication des points focaux, bien sûr, qui servent de relais communautaire entre les centres de santé et la communauté HSH. Les services adaptés ont été dotés de matériel soignant et aussi des produits de santé. C'est le cas, par exemple, de l'anoscopie, qui permet de détecter les infections anales en ce qui concerne les condylomes. Le gouvernement du Bénin mesure bien la portée des impacts de ce projet. D'Enji terminé, les bénéficiaires ont émis le vœu envers l'USAID qui a financé le projet de le voir reconduit. Car suspendre ce type d'activité, c'est comme ne pas porter assistance à toute une communauté en danger. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.